Deuxième vidéo de correction des TD. Du coup, bah là, on se retrouve pour logiquement le deuxième TD. Ce TD consiste en l'étude des orthmaps. Alors déjà, pour commencer, pour étudier des génomes de plusieurs millions, voire milliards de paires de bases, on utilise des logiciels tels que Ape pour effectuer des recherches systématiques. Vous pouvez passer tout l'énoncé. Mais du coup, cette fonction appelée orthmap consiste à lire une séquence d'ADN fournie à la manière d'un ribosome en prenant les nucléotides 3 par 3. Elle va transformer la séquence en une image où chaque codon ATG, c'est-à-dire les codons qui débutent la traduction, sera indiqué par un petit trait. Et chaque codon TAA, TGA ou bien TAG, qui correspondent au codon stop, sera indiqué par un grand trait. Les autres codons ne sont pas représentés. Du coup, sur une molécule d'ADN double brin, combien est-il de phases de lecture possibles? Bien, si on représente la séquence nucléotidique suivante, on aura une phase de lecture ici, une deuxième phase de lecture ici, une troisième phase de lecture ici. Et ensuite, si on décale encore d'une fois, on revient sur la même phase de lecture, c'est-à-dire la première. Cela veut dire que sur un brin donné, un brin égale 3 phases de lecture. Sauf que notre ADN est bicaténaire, donc on a 2 brins. Donc 2 brins est égal à 6 phases de lecture. En respectant ces règles, identifiez les CDS putatives dans la séquence présentée ci-dessous. Faites un schéma représentant les fragments d'ADN étudiés sous forme de brins orientés, placez les CDS. Ok, on va faire les questions 4 et 5 ensemble. Déjà, on peut remarquer une première CDS ici, c'est-à-dire qui commence à partir de cet ATG ici, et qui finirait ici. Alors, les règles pour déterminer si on est bien face à une CDS ou non, il faut que notre CDS soit au moins fasse au moins 30 nucléotides de longueur. Mais là, en l'occurrence, on voit que ça fait largement plus. Il faut qu'il n'y ait aucun codon stop entre le ATG initial et le stop final. Et il faut que ce soit sur la même phase de lecture. Du coup, là, on a bien notre première CDS, allant de environ 550 jusqu'à environ 3650. Du coup, maintenant, on nous demande justement un schéma de cette CDS. Et bien sûr, vous pouvez aussi trouver des CDS sur le brin antisens, c'est-à-dire en -1. Donc ici, avec le ATG, et qui finirait par là. Hop là. Du coup, maintenant, on va pouvoir les représenter. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de prendre les coordonnées du ATG. C'est-à-dire ici, ça va être environ, on va arrondir, 190. Et ici, ça va être environ 4500. Vraiment, j'arrondis au maximum pour pas se casser la tête. Du coup, on va pouvoir faire nos deux schémas. Ou plutôt, on va pouvoir faire un schéma en un seul. Alors du coup, pour le schéma, vous commencez par faire votre double brin d'ADN. Vous mettez 5 3 et ici 3 5 Vous commencez par mettre le promoteur 1 de notre première CDS, pardon. On va le noter P1 et le terminateur P1. On a notre ATG ici et le stop un peu avant le terminateur. La traduction et la transcription se feront dans ce sens-là.
que l'on indique par une flèche. On note CDS1 et on n'oublie pas de rajouter la phase de lecture. Phase plus 3. On rajoute les coordonnées de ATG et du stop. ATG, il me semble que c'était 550 environ. Et le stop, c'était 3650 environ. On rajoute quel brin correspond au brin transcrit et quel brin correspond au brin codant. Ici, le brin codant, c'est celui d'en haut. Et forcément, le brin transcrit, ce sera celui d'en bas. Du coup, voilà pour le schéma. Maintenant, pour notre deuxième CDS, celle sur le brin anti-sens, c'est la même structure pour tous les schémas. Hop. Sauf que là, au lieu de mettre le promoteur au début, on va le mettre à la fin, étant donné qu'on est dans un brin anti-sens. T1 ici et P1 ici. Ici, du coup, on aura GTA pour ATG à l'envers. Et ici, on aura stop. On indique la flèche pour montrer que ce sera transcrit et traduit dans ce sens-là. Du coup, le brin codant sera ici et le brin transcrit ici. Ça correspond à notre deuxième CDS, en phase -1. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de mettre les coordonnées. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demandait de représenter l'ARN messager obtenu. Bah, cette question, elle est assez basique. Vous avez juste à dessiner un brin, 5', 3', avec votre ATG, ou plutôt votre AUG, étant donné qu'on est dans un ARN messager, votre stop, CDS, une, et vous représentez les régions 5' UTR et 3' UTR. UTR pour les régions qui sont non traduites, c'est-à-dire les régions non codantes. 5' UTR sera ici, jusqu'à là, et 3' UTR de ici jusqu'avant le codon stop. Et voilà pour cette question, et vous aurez juste à faire la même chose pour le brin assistance. Du coup, hop, 5', 3', GUA, stop, CDS2. Du coup, là, on a 5' UTR et 3' UTR. Maintenant, pour la question 7, parce que la question 6 sert pas vraiment à grand-chose, vous serez jamais interrogé sur ce genre de choses. Pour la question 7, comment vérifier expérimentalement que ces séquences correspondent bien à des gènes? Alors, il y a deux façons de montrer si on est bien en présence de gènes ou pas. Déjà, la définition d'un gène, c'est quelque chose qui part à partir d'un ADN, nous donnant ainsi un ARN messager. C'est-à-dire que si on a une présence d'ARN messager, cela voudrait dire qu'on aura potentiellement un gène, et qui par la suite nous donnera alors une protéine. C'est qu'on aura fait la traduction. Donc les deux méthodes à utiliser, il faut juste savoir leur nom, mais pas forcément expliquer en quoi elles consistent. Il faut vraiment savoir le gros du gros. C'est le Northern Blot et la RT-PCR. Ce sont les deux moyens de savoir si on est bien en présence de gènes expérimentalement ou non. Pensez-vous que l'on puisse répertorier tous les gènes d'un organisme par l'analyse de son génome complet en utilisant cette fonction HortMap? Sinon, quels sont les gènes qui échappent justement à cette analyse? Alors, tous les gènes qui peuvent être
qui peuvent échapper justement à l'analyse HORMOS sont tout simplement les gènes qui n'ont pas de CDS, c'est-à-dire les gènes non codants, notamment les ARN ribosomiques, les ARN de transfert, les ARN de régulation. Tous ceux-là ne seront pas détectés par les HORMAP tout simplement parce qu'ils ne sont pas codants. Une autre difficulté, c'est aussi les génomes qui présentent des introns, étant donné qu'ils ils constitueront des interférences dans notre HORMAP, nous permettant ainsi de ne pas voir certaines CDS. Comment faire pour justement identifier les gènes qui échappent à l'analyse par HORMAP? Simplement par alignement, par séquençage de séquences qui ont été déjà séquencées auparavant. Question 10, rappelez ce qu'est un ADN complémentaire et comment on l'obtient. Justement, d'après la définition du cours, l'ADN complémentaire est un ADN double brin qui correspond à la séquence de l'ARN mature. C'est-à-dire qu'il est obtenu grâce à l'action de l'ADN polymérase ARN dépendante, aussi appelée transcriptase inverse. C'est notamment celle qu'on utilise lors de la RT-PCR, RT pour reverse transcriptase. Cette enzyme provient justement d'un certain virus, le VIH, et c'est depuis ce jour-là qu'on l'utilise. Du coup, pour produire un ADN complémentaire in vitro, on utilise l'enzyme que j'ai citée, la transcriptase inverse, ou bien la reverse transcriptase comme vous voulez. Et elle va utiliser comme matrice l'ARN messager. Une amorce poly-T, étant donné que dans l'ARN, on n'a pas de base T. Et ainsi, on pourra synthétiser un nouveau brin complémentaire à notre ARN, et on obtiendra ainsi un ADN complémentaire. D'après le profil B, indiquez quel brin d'ADN a la même séquence que l'ARN messager. Alors, on peut voir tout d'abord sur le profil A, qui correspond à un ADN, et le profil B qui correspond à l'ADN complémentaire cette fois. La particularité entre les deux, c'est que l'ADN contient à la fois des introns, mais aussi des exons, tandis que l'ADN complémentaire ne contient uniquement des exons, étant donné qu'il est issu de l'ARN messager, et l'ARN messager ne contient pas d'exons. On peut détecter certaines CDS sur justement cet ADN. On peut en détecter une ici, je surligne en bleu. On peut en détecter une ici, une ici, une ici, et voilà. Tandis que sur l'ADN complémentaire, c'est-à-dire le profil B, on en voit une grosse ici. Et justement, cette grande CDS correspond à celle qu'on aurait pu voir dans l'ADN, qu'on aurait pu voir si justement il n'y avait pas eu la présence d'introns. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, les introns perturbent notre ORFMAP et nous empêchent de voir correctement les différentes CDS. Et c'est pour ça que dès lors que les introns ne sont plus présents dans notre ADN, notamment l'ADN complémentaire, on peut être en mesure d'étaler tous nos exons et ainsi avoir une CDS de la longueur la plus maximale possible. Donc, d'après le profil B, indiquer quel brin a la même séquence que l'ARN messager, c'est celui-là. Expliquer par un schéma la différence entre la carte des ORFMAP obtenue sur le fragment d'ADN génomique et celle sur le fragment d'ADN complémentaire. Eh bien, je l'ai fait directement sur les ORFMAP. On peut voir que les CDS sont répertoriés assez aléatoirement à cause des introns, justement. Ça fait des interférences. Alors que quand on enlève tous les introns et qu'on laisse uniquement les exons, on a toutes les CDS qui sont alignées et nous donnent une grande CDS réunie. Et voilà.
C'est tout pour la correction de ce deuxième TD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.